Brice s'est exposé dans le Gorgias, dans le débat entre Socrate et Calliclès. Et donc la question c'est quelle est la structure de l'âme humaine. Et donc vous savez que dans la structure de l'âme humaine, chez Platon, il y a une structure tripartite de l'âme humaine, avec donc cette partie qui s'appelle l'épithumia, qui est le siège des appétences et qui n'est jamais satisfaite. Donc ça siège du Brice, c'est pour ça qu'on n'aura jamais fini avec le Brice, c'est parce que c'est constitutif de l'être humain. C'est pour ça que l'être humain, tu avais posé la question bon ou mauvais, ben, il est ni bon ni mauvais. Il est mauvais parce qu'il est constitué de cette l'épithumia d'une appétence sans fin, soit par le désir de ce que l'autre a, soit parce que lui-même n'en a jamais assez. C'est la fameuse image donc employée par Socrate des jarres, qui sont des jarres percées, qui ne sont jamais houillées, c'est-à-dire remplies jusqu'à l'œil, parce qu'à mesure qu'elles sont remplies, il faut les remplir toujours plus. Donc c'est ça une brise, c'est quelque chose qui siège au fond de l'âme humaine et qui fait qu'il n'y en a jamais assez. Donc Dieu merci, l'âme n'est pas faite que de cette partie-là, il y a trois parties dans l'âme humaine, et la deuxième partie, justement, c'est ce qui intervient par le lieu de la délibération, du nous ou du logisticon, qui fait qu'à partir d'un moment, on peut dire, bon, j'en voudrais encore, mais je dis que c'est assez. Et donc ça, c'est une délibération qui s'impose au sujet, parce qu'il sait que s'il remplit sans fin, il va se détruire lui-même et tout détruire autour de lui. Donc voilà, il y a cette structure double au moins de l'être humain, et il y a la troisième partie qui est entre les deux, c'est le thumos, qui peut s'orienter, donc soit mettre au service de l'épithumia, d'un toujours plus, soit au service du nous. Thumos qui est des œuvres de reconnaissance. Qui est des œuvres de reconnaissance, absolument. Et donc, voilà, je crois que l'hubris, c'est constitutif de l'être humain. Donc il n'y a pas à s'étonner qu'on se retrouve à se bagarrer de façon permanente avec cette hubris. Et donc la seule chose que l'on peut, sur quoi on peut s'interroger, c'est de savoir s'il y a suffisamment d'instances de délibération pour aider des sujets, ou suffisamment d'institutions pour mettre un frein, pour réfréner, pour réprimer d'une certaine façon, donc ce désir de vouloir toujours plus, qui se manifeste d'une façon brutale, justement dans l'économie néolibérale aujourd'hui. On se demande pourquoi elle a réussi, l'économie néolibérale. Ben justement parce qu'elle offre à cette partie de l'âme humaine une réalisation totale. Tu en veux toujours plus, lui, il y a toujours plus. C'est donc l'idée même d'un toujours plus, d'une pléonexie sans fin. Par exemple, pour les financiers, il n'y a jamais assez d'avoir qui est accumulé, et pour les consommateurs, il n'y a jamais assez d'objets de consommation qui pourraient limiter, qui pourraient combler leur appétence. Et donc, c'est ça qui est exploité à la fois dans le capitalisme marchand et le capitalisme financier, c'est donc cette offre qui est faite à cette structure de l'âme d'en vouloir toujours plus, de pouvoir satisfaire cette structure de l'âme, qui est évidemment complètement dévastatrice à la fois pour le sujet et pour son environnement relationnel et son environnement naturel. Voilà. Donc, je crois qu'il faut penser avec ça. Et il y a une image aussi très, très intéressante que Socrate emploie dans ce texte, c'est l'image du pluvier. Et il dit, à un moment donné, à Calliclès, tu es comme un pluvier. Pluvier, c'est un oiseau. Un oiseau qui possède une caractéristique un peu particulière, c'est qu'il mange et qu'il défèque en même temps. Donc, plus il défèque, plus il a besoin de manger, plus il mange et plus il a besoin de déféquer. Et nous sommes dans des sociétés de pluviers. Le stade néolibéral, qui devrait être le stade que nous serions capables, depuis le début, c'est-à-dire depuis que la pensée existe, depuis que la philosophie existe,
de tenir à distance, c'est celui qui a réussi à s'imposer en dépit de notre savoir antique sur cette structure de l'âme où donc siège ce désir d'avoir toujours plus. Voilà, juste un petit mot aussi sur ce que disait Daniel, parce que tu as évoqué Oedipe, Oedipe qui sort de sa place dans la succession de générations, qui s'allie avec sa mère, sa sœur, sa mère, ses enfants, etc. C'est aussi d'une certaine façon une forme d'hubris, parce que c'est de l'hubris au niveau de l'être, c'est l'hubris au niveau de l'être qui est à la fois dans sa génération, mais qui s'allie avec l'autre génération, et donc qui sort de sa place dans la roue des générations dans laquelle nous sommes jusqu'à présent encore pris, encore la promesse du post-humanisme, c'est de sortir de cette roue des générations. Donc il y a une promesse du bris qui est faite, par exemple, par le post-humanisme maintenant, pour pouvoir sortir de notre place dans la succession des générations. Donc ça, c'est une hubris de l'être, et une hubris de l'avoir aussi, que j'appelle moi la pléonexie de ce terme grec, qui figure dans tous les grands textes philosophiques du 5e, 4e siècle de la Grèce classique, qui était justement pour que les cités se constituent, il faut contenir au sens tenir à distance la pléonexie, sinon détruire les cités qu'on est en train de construire. Donc c'est une vieille question qui a été reprise à nouveau frais par donc des perspectives néolibérales et qui s'est appuyée sur cette structure de l'âme. C'est pour ça que c'est si puissant pour pouvoir développer un régime, et nous sommes lancés dans le régime, c'est un régime de destruction.